De notre temps, l'homme cherche à se divertir, que ce soit en écoutant de la musique, en peignant des tableaux, en allant au cinéma ou voire même via le sport. Mais qu'en était-il il y a un siècle? Dans cette vidéo, nous vous proposons de retracer l'histoire des loisirs du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Les loisirs à la belle époque. Ah là là, la belle époque. Cette belle période de paix et d'insouciance marquée par de nombreux progrès technologiques, politiques, sociaux et économiques. Avec la venue des loisirs de masse et les divertissements qui se multiplient, le monde entier connaît une belle et innocente ambiance festive. On en a pour tous les goûts, des cafés-concerts à la petite promenade sur les boulevards. Bien sûr, certains loisirs sont plus populaires comme les cafés-concerts, le cinéma et le sport. D'autres le sont un peu moins, comme les parcs de loisirs, le théâtre, la littérature et bien d'autres choses. Nous allons nous intéresser aux loisirs principaux. Les cafés-concerts /cabarets, jugés peu respectables et même appauvrissants par de nombreuses critiques, connaissent malgré tout un énorme succès à Paris et se propagent de plus en plus dans les provinces, ainsi qu'en Lorraine malgré la division engendrée par le traité de Francfort. Le sport est considéré à la fin du XIXe siècle comme une activité réservée à l'élite et pratiquée que par des groupes aristocratiques fermés. Bien sûr, ce n'étaient pas les mêmes activités que nous. Ils pratiquaient plutôt le patinage. Et oui, sous le Second Empire, le patinage était déjà à la mode. On patinait sur les lacs gelés du bois de Boulogne et du bois de Vincennes. Mais c'est pendant la Troisième République, et donc à la Belle Époque, que ce sport prend toute son envergure. On construit des espaces spécialement destinés à la pratique du patinage sur glace ou du patinage à roulettes appelés les skating rinks. L'industrie cinématographique a été fondée à la Belle Époque et a immédiatement connu un franc succès. Les premiers pionniers du cinéma furent les frères Lumière et c'est le 28 décembre 1895 au Salon indien du Grand Café qu'est réalisée pour la première fois une projection payante de vidéos prises par le photographe Louis Lumière. C'est la sortie de l'usine Lumière. C'est au printemps que Lumière a fait beaucoup de ces petits films dont il est célèbre, L'arroseur arrosé, Partie d'écarté, etc., etc. Ah là là, quelle belle époque finalement qui présage que du bon pour l'avenir de notre société. Les loisirs durant la guerre mondiale, 1914-1918. Ah oui, la guerre. Je l'avais un peu oublié celle-là. Ce conflit armé ayant mobilisé plus de 70 pays et ayant causé la mort de plus de 40 millions de personnes, n'empêche tout de même pas les hommes de se divertir avec le peu de temps et de ressources qu'ils avaient. Effectivement, lorsque les soldats se reposent à l'arrière de la ligne du front, une partie de leur temps libre est consacrée à la recherche d'aliments plus variés que ceux dont ils sont habitués. Cueillette, chasse et pêche à l'explosif, bien que ces deux dernières soient interdites, sont souvent pratiquées. Pour la plupart, leur occupation était de lire des livres ou la presse ainsi que jouer aux cartes. Certains étaient des artisans et pratiquaient donc leur métier en fabriquant des briquets, couteaux, bagues, etc. D'autres passent leur temps à écrire des lettres pour leurs proches. Ainsi, au théâtre, l'opérette et le vaudeville connaissent un grand succès. Au cinéma, bien que les films français si populaires d'avant-guerre aient été remplacés par des films allemands, le cinéma est toujours plein de places, surtout en hiver, car le public trouve dans ces salles chauffées un moyen pas cher de se réchauffer. De plus, la plupart des salles de spectacle en Belgique se voient fermées sous la menace de l'occupation allemande avec en plus l'instauration du rire allemand. Les musées ramènent leur exposition au fond de leur cave et les salles de théâtre ainsi que les cafés-concerts ferment les uns après les autres. Cependant, l'Allemagne obligea la plupart d'entre eux à rouvrir afin de montrer une image positive de l'occupation allemande. Ce n'est pas pour autant que les pièces allemandes étaient appréciées tant le patriotisme était un sujet tabou. Au point même qu'après la guerre, des pièces spécialement anti-allemandes ont été écrites pour se venger. Les loisirs de l'entre-guerres. La prospérité financière des années 1920 a donné à de nombreux Américains plus de revenus disponibles à dépenser pour se divertir. Cet afflux d'argent, couplé au progrès de la technologie, a conduit à de nouveaux modèles de loisirs et de consommation. En Europe, elle se traduit par le rêve d'un nouveau monde. À cette époque, on disait plus jamais ça en parlant de la guerre. Ayant connu trop d'horreurs, une envie de se divertir émerge avec l'avenue massive du jazz et la danse de la radio et du sport. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, les pratiques sportives se massifient. C'est l'essor des clubs sportifs.
le sport ne se résume pas aux simples pratiquants d'une activité sportive. Il regroupe aussi l'ensemble des représentations et valeurs dont il est lui-même porteur, notamment par le biais de la figure du sportif. En 1939, performances et les événements sportifs se placent de plus en plus comme des vecteurs d'évaluation des puissances des nations, utilisés par la propagande. Il faut aussi savoir qu'entre le début des années 1920 et la fin de la décennie suivante, l'histoire de la radio est marquée par sa professionnalisation. À la fin de cette période, la part des émissions réalisées par des non-professionnels est devenue minime. La radio est de moins en moins artisanale, complétée par l'augmentation diverse des programmes. Cette professionnalisation fait que l'écoute de la radio devient le premier loisir des Français. La radio s'affirme alors comme un moyen de communication de masse, ce que la Seconde Guerre mondiale puis l'après-guerre confirmeront de façon radicale. Attends, tu vas pas refaire la même blague qu'avec la Première Guerre? Quoi ? Mais non, pas du tout, je suis pas comme ça, enfin... Les loisirs durant la Seconde Guerre, 1940-1945. La Deuxième Guerre mondiale voit se développer une politique de propagande sans précédent, qui utilise tous les supports, explore tous les moyens de pression et s'adresse à tous les publics. Nul dans les pays occupés n'a pu échapper au formidable arsenal mis en place par les Allemands. Les nouvelles, sous leurs différentes formes, presse, information parlée et cinématographique, deviennent des armes de guerre qu'aucun des belligérants ne néglige. Mais la culture, elle aussi, est mobilisée, et plus particulièrement tout ce qui relève du divertissement et du spectacle. On a pu parler ainsi d'une politique du non-politique. La radio et le cinéma deviennent donc le terrain de chasse des politiciens. La musique, la danse, les pièces de théâtre et concerts reviennent petit à petit à l'idéologie de la Première Guerre mondiale. En bref, le divertissement et la propagande. Les loisirs des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses apportèrent un lot d'inventions et d'innovations qui ont changé les mœurs de la société. De la télévision devenue un incontournable au tourisme de masse, ces 3 décennies connurent l'une des plus grandes croissances économiques jamais connues dans le monde. Avec la réduction du temps de travail, les congés payés et les nouvelles entreprises de loisirs, la société se voyait octroyer beaucoup plus de temps libre. Ce temps-ci n'était plus utilisé pour se reposer, mais pour découvrir de nouvelles choses et s'adonner à de nouvelles activités. L'apparition de la télévision est la marque du divertissement des 30 Glorieuses. Avec la hausse de salaire, les avantages offerts par la société et la production de masse instaurée par l'industrie Ford, les ménages deviennent de plus en plus équipés et la télévision devient le centre des loisirs avec ses programmes qui se diversifient et la version utopique des sociétés de l'époque. Les loisirs de 1970 à 2021. Avec les cassettes VHS, les DVD et les salles d'arcade apparaît l'emblème même du divertissement des années 70, le disco. Originaire des États-Unis, il se propage partout dans le monde en aussi peu de temps qu'il a fallu pour qu'il disparaisse. La génération Y, les millénials, appellent même ce genre le grand diable. C'était une véritable fièvre disco. Internet a énormément joué dans la culture du divertissement de la génération X et celles qui suivent, avec bien sûr la venue de l'incontournable YouTube, que beaucoup de personnes utilisent, et d'autres plateformes telles que Friendster et MySpace en 2002. Certains parviennent à conquérir de l'audience, contrairement à d'autres. Ce n'est que quelques années plus tard, avec la montée en puissance de Facebook popularisée en 2006, que les réseaux sociaux commencent à vraiment entrer dans notre quotidien. On peut donc remarquer que le numérique et la technologie prennent énormément de place dans le divertissement, au point même que les loisirs se font de plus en plus en intérieur, accentués par la crise du Covid où il fallut innover de nouvelles façons de se distraire.